Wichita, 380 000 habitants, en plein cœur du Kansas. Comme de plus en plus de jeunes Américains, Ashlyn et Ramonte s'aiment en noir et blanc. Ils se sont rencontrés au lycée il y a 3 ans. Un amour comme une évidence, faisant fi de la couleur de peau. Notre histoire a commencé au lycée. On travaillait tous les deux pour le même McDo. On avait les mêmes programmes et on fréquentait les mêmes groupes d'amis. Vas-y, c'est à toi. On a participé à une sortie au zoo. Je le trouvais tellement mignon que je l'ai suivi partout. Mais il ne l'a appris que tout récemment. Mais la couleur de peau s'est invitée avec brutalité dans leur histoire, un soir de décembre 2014. J'étais au travail en train de servir une table. Les clients flirtaient constamment avec moi. Je leur ai demandé de se calmer car j'avais un petit copain. Ce n'était pas convenable. J'ai sorti mon téléphone pour montrer notre photo. Et la première chose qu'ils ont notée, c'est que je sortais avec un garçon d'une autre couleur. Et à partir de là, ça a été l'escalade. Ils ont commencé à me traiter de tous les noms et à dire des choses sur lui méprisantes et horribles que jamais je ne dirais tout haut. De retour à la maison, elle réagit immédiatement sur son blog. Je sors avec un homme à la peau brune très douce et aux cheveux frisés. Je sors avec un homme respectable et travailleur qui ferait tout pour me voir sourire à la fin de la journée. Je sors avec un homme qui n'a jamais été interpellé et qui ne se comporte pas comme un idiot. C'est rare, mais ce n'est pas la première fois qu'on me reproche de sortir avec un Afro-Américain en tant que blanche. Pourquoi on en fait une telle histoire? Pourquoi inviter la couleur dans le débat? En tant que blanche, je suis très prudente quand je dois écrire sur la couleur de peau. En Amérique, les Blancs sont perçus comme ayant tant de privilèges. J'étais nerveuse. Ce n'est pas quelque chose dont les gens parlent facilement, c'est presque tabou. J'en ai une tonne. Son blog devient viral. 150 000 partages sur Facebook la première journée. Mais certaines réactions tournent vite au cauchemar. Quelqu'un avait partagé mon blog sur un site raciste d'extrémistes blancs. Les gens sur ce site estimaient que je décevais mes parents et mes ancêtres, que je ruinais mes origines blanches, que je créais un génocide blanc en sortant avec un garçon qui n'était pas de la même couleur que moi. Des choses complètement ridicules. Ça m'a heurté l'âme que quelqu'un veuille s'en prendre à nous uniquement parce qu'on était en couple. Mais en même temps, ça m'était aussi égal. Si quelqu'un voulait tenter quelque chose... Face aux menaces, la première confidente d'Ashlyn a été sa mère. Hilary a toujours éduqué ses enfants dans la tolérance. Pour elle, les réactions violentes au blog de sa fille racontent beaucoup de l'Amérique d'Obama. Le fait d'avoir un président noir, on pouvait penser que ça rendrait les choses plus normales. Mais en fait, ça a creusé le fossé. Ceux qui sont nerveux à propos de son blog sont les mêmes qui pensent qu'un noir ne devrait pas être président. Le sujet a été mentionné plusieurs fois dans les réactions à son blog. Obama a été mentionné. Deux jeunes amoureux dans un combat qui les dépasse. À 1000 km du Kansas, le Sud profond et ses marécages, au cœur des comtés à majorité afro-américaine. Pourquoi s'aimer en noir et blanc est-il si difficile en Amérique? Carol et John sont des pionniers en la matière. Ils vont bientôt fêter leurs noces d'or. Ils se sont rencontrés dans les meetings de lutte pour les droits civiques des années 60. À l'époque, le métissage est puni de prison dans 16 États.
Ils doivent intenter un procès à la Louisiane pour être autorisés à se marier. Ils seront les premiers dans l'État. Là, c'est mon père qui me conduit à l'autel. John était en retard de quelques minutes à l'église parce que son témoin était en retard. Il avait 30 miles à faire. Mon père était nerveux. Il n'arrêtait pas de me demander « Es-tu sûr qu'il va se marier avec toi ?» Il faisait partie des sceptiques jusqu'au dernier moment. Ça, c'est à l'extérieur de l'église. Ils ont surpris notre premier baiser de mariée. Mes grands-parents paternels étaient si excités de venir au mariage. Ma grand-mère ne parlait pas anglais, mais seulement créole. Lui, il pouvait parler les deux. La langue maternelle de mes parents, c'était le créole. Quelques mois plus tôt, la Cour suprême avait rendu illégales les lois anti-métissage dans tout le pays. Mais il fallait bousculer 3 siècles de ségrégation, nichée dans les moindres détails. Après notre victoire, nous nous sommes rendus au bureau du greffier pour notre certificat de mariage. Il est venu à notre rencontre. C'était la partie créole de la Louisiane. Il nous a dit « Mes chers, je ne sais que faire. J'ai l'état civil noir et l'état civil blanc. Dans quel livre dois-je inscrire votre mariage ?» Nous avons répondu « C'est tout l'intérêt du procès, Monsieur Sylvester, que vous n'ayez plus qu'un seul état civil à l'avenir. » À Uto, il n'y a plus qu'un seul état civil depuis cette époque. Mais c'est bien l'une des rares choses que blancs et noirs partagent. L'Alabama a attendu l'an 2000 pour supprimer les lois anti-métissage de sa constitution. Pour le couple, le mariage légal n'était qu'une étape. Ils fondent une coopérative de fermiers noirs en 1971. C'est la fin de la ségrégation depuis quelques années. Mais les Afro-Américains n'ont aucun patrimoine pour s'émanciper économiquement. Carol et John les aident à s'unir. Un acte hautement politique. Se rassembler au sein d'une coopérative, cela vous donne plus de chances de gagner plus. C'était une menace pour la structure du pouvoir blanc. Là où je vous emmène, la communauté blanche et le Ku Klux Klan, je pense, nous menaçaient continuellement. Nous, les gens travaillant et vivant à la coopérative. Parmi les missions de l'équipe, développer de nouvelles techniques de culture durable et court-circuiter les intermédiaires. Ça, ce sont des brocolis. Les cerfs ont cassé les clôtures et ont mangé toutes les têtes de brocolis. Là-bas aussi. Il commence à y avoir surpopulation de cerfs. On devrait faire venir les chasseurs. La coopérative aide également les fermiers à se défendre contre les discriminations. Dans le Sud, elle trouve toujours des voies détournées. Il y a toujours un certain niveau de discrimination. La fédération contribue à révéler les choses que le gouvernement voudrait cacher. Comme ils ne veulent pas être attaqués en justice, ils trouvent d'autres moyens de le faire. Ils nous disent « Vous n'êtes pas qualifié pour ça. Là où vous devriez avoir besoin de 2 documents, on vous en demande 20 pour le même prêt. » Ce qui nous oblige à y retourner sans arrêt. C'est juste fait de manière différente. 8 années d'Obama sont loin d'avoir changé les esprits. Pour John et Carol, le combat n'est pas fini. Les Noirs et les Blancs ne se fréquentent vraiment à aucun niveau. Mais qu'est-ce que les gens en pensent? Je ne sais pas ce que j'en pense. Nous aimerions voir les gens vivre ensemble.
Car la justice, ce n'est pas vivre séparément. La justice, c'est vivre ensemble. C'est pour cela que nous sommes toujours en lutte. On n'est pas arrivé au point que l'on souhaitait. Ce n'est pas ce que l'on voulait. On ne fait pas tout ce travail pour être séparés des Blancs. Carol et John ont perdu leurs illusions. Ils ont réalisé qu'ils devraient combattre toute leur vie. Dans l'Amérique d'Obama, les discriminations sont plus que jamais au cœur du débat. Saint-Louis, dans l'État du Missouri, à 800 km au nord. L'une des villes les plus ségrégées des États-Unis. 6 ans après avoir élu son premier président noir, l'Amérique découvre ici, dans la banlieue de Ferguson, qu'elle est loin d'avoir résolu sa question raciale. En 2014, les médias couvrent les 3 semaines d'émeutes qui suivent la mort de Michael Brown, tué par un policier blanc. Les cicatrices de ces journées sont toujours visibles. Ces policiers tirent à vue. Ils ne font pas preuve de discernement, n'utilisent pas les techniques qu'ils ont apprises. Ils utilisent leurs armes. Dans le Missouri, vous trouverez des traces comme ça partout. Ce ne sont pas des Noirs tués par des Noirs. Ce sont des crimes policiers. Et ils couvrent ça. Maintenant, ils pointent le doigt sur quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas le pointer sur eux-mêmes. Le monde doit se réveiller. Tout le monde. Pas seulement moi. C'est un génocide contre les Afro-Américains. C'est le pire État de tous. La preuve? Regardez ce sol. Regardez-le. Regarde. C'est ici que Michael Brown a été laissé pendant 4h30 sous le soleil brûlant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En 2014, 100 Noirs non armés ont été tués par la police aux États-Unis. Un ratio 2 fois plus élevé que pour les Blancs. Suspicion, défiance, colère, un cocktail délétère à Ferguson. Ici, 2/3 de la population est aujourd'hui noire. Mais les institutions sont restées blanches à l'image de la ville d'il y a 30 ans. Même si quelques recrutements ont eu lieu depuis les événements. Ces violences ne sont que la partie émergée d'une discrimination au quotidien. À Ferguson, les Afro-Américains sont victimes d'un harcèlement policier judiciaire ubuesque qui cible les conducteurs. Ici, un Noir peut faire de la prison s'il ne paye pas ses contraventions. Ce système, Michael John Voss, avocat, en a démonté les rouages. Il représente aujourd'hui 11 citoyens noirs de Saint-Louis qui ont décidé de porter plainte contre plusieurs communes. OK. Hello. Hi. Asseyez-vous, je vais vous informer des derniers éléments. Kiana Williams est l'une d'entre elles. Ces amendes, elle les a chèrement payées. 6 mois de prison sur une dizaine d'années. Nous allons passer en revue les moments où vous avez été incarcéré à cause de ça et l'impact que cela a pu avoir sur votre vie. Selon eux, les communes financent une partie de leur budget par l'extorsion. Ils assomment la population des quartiers noirs d'amendes pour infractions routières et emprisonnent les plus démunis pour les pousser à payer. Une pratique tout à fait illégale. Moi, c'est un problème que j'ai depuis 16, 17 ans. Au total, j'ai dû passer 6 mois en prison. Nous allons essayer de démontrer qu'il y a eu conspiration, une collusion entre ces municipalités pour obtenir de l'argent de la communauté par des moyens illégaux. Selon les statistiques officielles, Kiana a 2 fois plus de risques qu'une conductrice blanche d'être stoppée et mise à l'amende par la police locale.
Les mois qu'elle a passés en prison lui ont fait perdre emploi et appartement. Un système d'une violence extrême. Ils avaient mis beaucoup de monde dans cette petite cellule de 2,50 m sur 1,50 m, sans lit, sans toilette, juste un banc. On était peut-être 8 femmes là-dedans à un moment. On était joue contre joue, sans endroit pour dormir. On devait supplier pour aller aux toilettes ou boire. Ce n'était pas très confortable. Ça s'apparentait à du racket. Ils disaient, si vous n'aimez pas ça, vous n'avez qu'à payer pour sortir. Je pense que ces infractions au code de la route ont changé le cours de ma vie. J'ai toujours été une personne qui voulait quelque chose de la vie, quelque chose de mieux pour mes enfants. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour cela, en montant des petites affaires pour démarrer, ou en faisant des formations pour décrocher un emploi adéquat. Je n'en ai pas été capable à cause de ces mandats d'arrêt. J'ai vécu toute ma vie adulte avec ces mandats d'arrêt. Depuis que les médias se succèdent à Ferguson, les amendes ont miraculeusement chuté de 40%. L'Amérique a aussi découvert que ce système était pratiqué dans de nombreuses villes moyennes et que la population noire y conduisait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'église méthodiste de Wellspring se trouve à 100 mètres du commissariat de Ferguson. Le pasteur Willis Johnson a joué les médiateurs pendant les événements. Ce que nous avons dans notre ADN, dans l'essence même de notre pays, malheureusement, ce sont des réalités sanglantes, des souvenirs et des pratiques qui nous conduisent systématiquement et méthodiquement à fabriquer des victimes, à diminuer, à déshumaniser et à disposer des autres. Dans ce pays et dans le monde entier, la race et l'ethnicité sont utilisées comme justification de ce comportement. Et plus encore aujourd'hui, la race et la religion. Nous voulons nous différencier des autres, et la différenciation dans ce pays depuis longtemps tient en ces mots « Je suis blanc, tu es noir »,« Je suis sacré, tu n'es pas humain »,« Je possède, tu es propriété », et je te traite comme tel. Ces mots terribles résonnent avec un écho particulier en Alabama. Dans le Sud profond, chaque droit a été conquis de haute lutte. Pour Carol et John, ce combat a été ponctué de plusieurs victoires spectaculaires. En 1985, ils mènent ainsi une bataille de plusieurs mois pour prendre le contrôle du journal local. Aux mains de propriétaires blancs, la ligne éditoriale de l'hebdomadaire était outrageusement orientée. Les gens étaient tellement dégoûtés qu'ils ont trouvé le moyen de rassembler la moitié de l'argent. Et nous avons hypothéqué notre maison pour le reste. Nous pensions que c'était une belle chance que le journal soit aux mains de la communauté dans un comté où la population est en majorité noire. Aujourd'hui, ils s'inquiètent d'une nouvelle régression. Le gouverneur républicain de l'Alabama a décidé de fermer une trentaine de bureaux délivrant le permis de conduire. La moitié d'entre eux concernent les comtés à majorité noire. Or, le permis de conduire est devenu nécessaire pour voter.
Avant la loi de 2013, il y avait 18 justificatifs d'identité possibles pour voter. Une facture d'eau ou d'électricité, n'importe quelle lettre, ou votre permis de conduire. Après la décision de 2013, l'Alabama s'est dépêché de passer une nouvelle loi imposant une identification délivrée par l'État. Et la principale est le permis de conduire. Et maintenant, ils reviennent à la charge en disant qu'ils vont fermer les bureaux délivrant le permis de conduire dans les comtés noirs. Donc les jeunes, les nouveaux inscrits, ont besoin d'avoir le permis. Ils seront contraints de faire plus de 60 km pour ça. Ils pourraient ne pas le faire et ne pas avoir ce qui est requis pour aller voter. C'est un nouvel obstacle pour nous empêcher d'enregistrer de nouveaux électeurs. L'Alabama n'est pas un cas isolé. À quelques mois de la présidentielle, le droit de vote est au cœur d'un bras de fer entre républicains et démocrates. 15 États républicains rendront l'accès aux urnes plus difficile en 2016. Preuve de citoyenneté, interdiction des droits civiques renforcés pour les anciens détenus ou papier d'identité avec photo, les exigences se sont multipliées. Officiellement, il s'agit de lutter contre la fraude électorale. À Selma, ces nouvelles lois ont une résonance particulière. En 1965, les Noirs marchaient derrière Martin Luther King sur ce pont pour réclamer le droit de voter. Le sénateur démocrate Hank Sanders y était. « 50 ans plus tard, c'est toujours un homme en colère. Ça empêche les pauvres de voter et les jeunes qui n'ont pas encore de papier d'identité avec photo. Les vieux aussi qui ne conduisent plus. C'est ce type de profil qui est concerné. Mais cela a un impact disproportionné sur les Afro-Américains. Les Afro-Américains votent généralement pour le Parti démocrate. Les pauvres votent aussi pour le Parti démocrate. Ce n'est plus ce que j'appelle des restrictions au vote. Il s'agit là d'un déni du droit de vote. Bien que sénateur depuis plus de 30 ans, Hank Sanders lui-même n'a pas pu voter en 2012. Son nom avait tout simplement disparu de la liste électorale. À Wichita, Ashlyn et Ramontae essayent de vivre dans leur bulle d'amour. Ce soir, ils vont faire la fête. Mais même ces moments ne sont pas épargnés par la question raciale. Beaucoup de Blancs se maquillent en noir et s'habillent comme des Afro-Américains pour Halloween, par exemple. C'est controversé, car cela démontre l'étendue de nos privilèges. Car si un Noir se déguisait en blanc pour aller à une fête, ça serait un véritable enfer. Je ne veux même pas essayer. Oui, ça risquerait d'être très violent. Paradoxalement, les 2 mandats d'Obama n'auront pas changé l'ADN des États-Unis. Ce n'est pas un président qui y parviendra, mais peut-être tous ces couples en noir et blanc qui sont en train de dessiner un autre visage de l'Amérique.